partage d'expérience donc sur l'utilisation du modèle en tant que tel. Mais bon, avant, voilà, il y aura une petite contextualisation pour être sûr qu'on soit bien sur les mêmes bases avant d'aborder les deux objectifs. Et puis, vous aurez l'opportunité donc de poser vos questions. Alors, ce que je vais aussi demander à tout le monde, c'est donc de bien veiller à couper vos micros pour ne pas voilà, interférer. Par contre, vous pouvez garder vos caméras. Hein, voilà. Et si vous voulez poser des questions, vous aurez l'opportunité pendant le Q&A, mais vous pouvez aussi poser des questions donc, directement dans le chat et on essaiera d'y répondre en fin de session. Et aussi, on va lancer l'enregistrement parce que cette session sera rediffusée après. Donc voilà, comme ça, vous êtes prévenus qu'on enregistre. Donc, j'aimerais bien quand même poser peut-être quelques questions introductives. Ce serait d'abord de savoir ici, et donc parmi l'audience, qui a déjà consulté notre modèle Smart City Maturity Model, ainsi que sa note explicative. Donc, je vous invite à voilà, lever la main avec la petite main. Ok. Une bonne partie d'entre vous ont déjà vu. Ok, je peux vous demander de retirer vos mains pour la seconde question. Parmi ceux qui l'ont consulté, est-ce qu'il y en a qui l'ont utilisé, donc déjà peut-être dans des réflexions stratégiques ou pour préparer voilà, une réunion, je ne sais pas. Est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Qui parmi vous l'a déjà utilisé en pratique? Ok, donc quand même une personne. Voilà, bah, vous êtes au bon endroit alors quand même pour essayer de vous convaincre un peu pendant cette session. Donc voilà. Mais je suis content, bah, merci de m'en avoir dit un petit peu plus. Mais maintenant, je vais quand même parler du Smart City Institute au cas où vous ne connaîtriez pas. Donc en fait, le Smart City Institute, c'est un centre de recherche qui a été créé en janvier 2015 par le professeur Nathalie Crutzen. C'est un centre de recherche qui est rattaché à la faculté de gestion, donc HEC Liège, à l'Université de Liège. Nous, essentiellement, on travaille d'un point de vue managérial et stratégique sur la transition durable et intelligente des territoires. Et voilà, on a à peu près 13 personnes qui travaillent dans l'équipe. On a une approche multidisciplinaire, donc on a aussi, voilà, on collabore avec des personnes pour d'autres sujets qui gravitent autour du concept Smart City. Alors, de manière générale, le Smart City Institute, il a des missions assez traditionnelles pour un centre de recherche. Donc, on a évidemment des missions de recherche, des missions de formation. On a aussi des missions de soutien à l'innovation, ainsi que de manière plus transversale, des missions de sensibilisation. Alors, on a aussi, quand on parle de recherche, on a deux types de recherche qu'on fait à l'Institut. Donc, on a les recherches qu'on appelle fondamentales, qui sont des recherches scientifiques, où on soumet donc des papiers et publie des papiers dans des revues académiques. Et puis, on a alors des recherches qui sont dites appliquées. Et alors, ces recherches appliquées, voilà, on publie des rapports de recherche, on publie aussi des guides pratiques, mais également voilà, des modèles comme celui d'aujourd'hui, donc le Smart City Maturity Model. Et alors, on est aussi référent académique Smart Région. Donc, ça veut dire que c'est d'ailleurs dans ce cadre-ci que ce webinaire est organisé. Et ça implique qu'on est mandaté par la région Wallonne donc pour tout ce qui concerne donc, leur développement stratégique et pour, avec le terrain, voilà, pouvoir faire un lien entre ce qui se passe sur le terrain et avec la région et inversement. Et donc voilà. Alors, je vous parle de Smart City. Il n'y a pas de définition commune du concept Smart City. Donc, nous, on a une compréhension particulière de la Smart City qui est nôtre, qu'on considère qu'une Smart City, c'est un écosystème de parties prenantes. Donc, ça comprend en général les 4 hélices de la quadruple hélice, donc le secteur privé, le secteur public, le monde de la recherche et la société civile. Et cet écosystème de parties prenantes, il est engagé dans un processus de transition durable sur un territoire donné. Et ce territoire donné, donc, il utilise les technologies comme facilitateur pour justement atteindre ses objectifs de durabilité qui reprennent la triple bottom line, donc avec la prospérité économique, le bien-être social et la préservation des ressources naturelles. Alors,
J'utilise de manière, j'utilise le terme Smart City, c'est un concept, donc ça pourrait tout à fait être utilisé comme Smart Territory ou Smart Region. Donc, c'est un terme générique, mais voilà, c'est un concept qui ne s'applique pas du coup qu'aux villes, mais qui peut aussi tout à fait s'appliquer à des territoires ruraux. Donc voilà, et c'est pour ça que ça s'inscrit aussi dans cette dynamique Smart Region avec Digital One. Alors voilà, maintenant on peut passer voilà, au sujet de résistance, le Smart City Maturity Model. Donc c'est un modèle de maturité Smart City en français. C'est vraiment un modèle d'évaluation de la maturité Smart City des territoires d'un point de vue managérial. Donc je vous disais juste avant que l'Institut publie des guides pratiques. En fait, les guides pratiques, ce sont des ouvrages qui sont vraiment voués à démystifier des concepts autour de la Smart City. Donc on a publié par exemple des guides pratiques sur les collaborations et les partenariats publics-privés, le monitoring et l'évaluation, la gouvernance des données. Et notre premier guide pratique, il était dédié justement à comment mettre en place une véritable démarche Smart City. Et dedans, on y identifie 15 étapes clés. Et ces 15 étapes clés, en fait, on les a transposées dans un premier modèle qui s'appelle le Smart Project Management Model. Et ces 15 étapes clés, voilà, elles se sont retrouvées dans ce modèle, mais qui voilà, est censé aider pour rationaliser un projet. Donc, c'est à l'échelle d'un projet. Et on a voulu sortir un second modèle qui permet de faire une évaluation plus globale de la démarche de transition durable et intelligente d'un territoire dans sa globalité. Alors, je vous parle de modèle de maturité, mais qu'est-ce que c'est? En fait, un modèle de maturité, c'est une série de niveaux de maturité qui sont observables lors de la mise en place d'un processus. Donc, le processus en question ici, ben, c'est la gestion d'une démarche de transition durable et intelligente d'un territoire. Et encore une fois, nous, on parle de territoire, et un territoire, on le définit comme une zone géographique où des acteurs sont actifs, ont des influences et des impacts. Donc voilà, c'est un document qui peut être utilisé par des territoires, donc comme une commune ou une ville, mais ça peut être également utilisé par une entité parapublique, une intercommunale, donc, ou même une entité privée. Alors, c'est un modèle qui a été construit autour de 7 larges domaines. Donc, les 7 domaines, ils ont été sélectionnés parce qu'on considère que c'est des domaines qui sont essentiels à la gestion d'une démarche de transition durable et intelligente. Donc, les 7 domaines sont la gouvernance et la politique, l'organisation et les ressources humaines, la planification et la mise en œuvre, le monitoring et l'évaluation, les données et les technologies. Et puis, on a 2 domaines qui sont très transversaux, qui sont l'innovation et d'autre part, la durabilité et la résilience. Alors, chacun de ces domaines ont été construits autour de 4 composantes. Donc, 4 composantes composent chaque domaine. Et chaque composante va alors après être évaluée au travers de 5 niveaux. Donc, un niveau 1 qui est un niveau faible, jusqu'à un niveau 5 qui est un niveau élevé, forcément un niveau intermédiaire. Et donc, le modèle définit évidemment chacun de ces niveaux. Alors, le modèle, il est constitué de 2 documents. Je vais vous les montrer. Donc, je vais partager avec vous le premier document, donc, qui est en fait la note explicative. Donc, chacune des composantes est exprimée, donc, est définie au travers d'un document qui est la note explicative. Donc, dedans, vous retrouvez tout le cadrage, donc les informations que je vous ai données maintenant, et puis encore plus de précision. Et vous retrouvez alors assez de contextualisation pour comprendre justement chacune de ces composantes pour pouvoir voilà, bien identifier les niveaux de maturité qui correspondent. Donc voilà, ça c'est un premier document. Et puis on a réalisé un second document qui se veut alors plus pratique parce qu'il vous permet voilà, de directement sélectionner les niveaux de maturité qui correspondent voilà, à votre territoire. Donc, c'est un document qui s'appelle tableau récapitulatif. Et donc, ici, alors, vous pouvez, une fois que vous avez fait l'évaluation ou pendant l'évaluation, sélectionner les niveaux de maturité qui correspondent à votre
à votre territoire. Et donc voilà, comme ça, vous avez une trace aussi pour le futur ou pour des futures évaluations pour pouvoir tout de suite voir de manière visuelle où en était le territoire à un temps T. Alors, ces documents, ils sont disponibles gratuitement sur notre site internet, donc sur notre plateforme. Donc, vous pouvez très facilement les retrouver. Donc, ça, c'est en open source, donc il n'y a aucun problème. Alors, concernant, je reviens à mes moutons, concernant voilà, le modèle en lui-même, pourquoi en fait l'utiliser? En fait, ça vous permet déjà d'une part d'avoir une évaluation de la dynamique Smart City au sens large, mais dans un angle managérial. Et ensuite, ça vous donne du coup une vue d'ensemble des forces et des faiblesses du territoire. Et ça vous permet, grâce à cette vue d'ensemble des forces et des faiblesses, de pouvoir définir des priorités et des objectifs stratégiques sur différents horizons temporels. Donc, voilà, vous pourriez imaginer que sur base de votre évaluation, vous avez un niveau faible quelque part et que dans les 2 ans, ce serait une priorité de faire évoluer le processus ou la composante et dans un laps de temps plus grand, alors faire évoluer d'autres points identifiés lors de l'évaluation. Alors, j'ai aussi envie de parler de quelques points d'attention. C'est que c'est un modèle qui a une auto-évaluation. Donc, c'est en aucun cas un jugement de valeur. Donc, c'est vraiment important de faire le travail pour pouvoir et utiliser le modèle pour avoir des pistes de réflexion. Donc, l'objectif, c'est vraiment pas d'avoir un niveau 5 partout pour toutes les composantes, parce que c'est un modèle vraiment qu'il faut s'approprier. Surtout que nous, dans ce modèle, on ne définit pas des indicateurs, mais bien on identifie des processus d'évolution. Et donc, les indicateurs, en fait, c'est au territoire à les identifier selon ses spécificités, selon ses priorités et voilà, selon la manière dont le territoire fonctionne aussi en interne. Et un dernier petit point, voilà, c'est que on a mis les domaines les 7 domaines dans un certain ordre, mais ça présume pas de leur importance. Chaque personne peut travailler sur un domaine qui lui est voilà pertinent à un moment T, euh, bien évidemment. Mais voilà, quand on fait le document dans sa globalité, je veux dire le modèle dans sa globalité, on a des informations voilà intéressantes sur le tout. Alors, je vous rassure tout de suite. Je ne vais pas passer à travers tout le document ensemble. Je ne vais pas passer à travers toutes les composantes aujourd'hui. Vous avez les documents qui sont en ligne si vous voulez toutes les informations. Mais ce que je vous propose, voilà, c'est de passer à travers le premier domaine et de passer à travers les 4 composantes qui en font partie. Comme ça, vous pouvez comprendre un peu comment nous, on a construit ces processus, comment on les a compris. Alors, le premier domaine est dédié à la gouvernance et à la politique dans une démarche de transition durable et intelligente de nos territoires. Et donc, on y retrouve 4 composantes, le soutien politique, la transparence, la dynamique d'acteurs et l'adhésion citoyenne. Alors forcément, le soutien politique, c'est très important parce que les élus, ce sont les personnes qui ont le pouvoir de mobiliser et coordonner des acteurs et des ressources pour justement amorcer cette transition Smart City. Alors on a identifié justement plusieurs critères pour voir l'évolution justement de la maturité pour cette composante. Alors le premier critère, c'est de savoir d'abord s'il y en a pas ou s'il y a un élu ou plusieurs élus qui vont soutenir la démarche Smart City. Ensuite, il faut observer si on peut voir que les élus soutiennent justement cette démarche au travers de positions ou de décisions qui vont être transposées dans un document stratégique. Est-ce que ce document stratégique il est formel, comme par exemple un PST? Et ensuite, c'est de voir si justement ces décisions, ces ambitions, elles sont réalisables au travers des ressources qui sont allouées. Est-ce que c'est alloué complètement aux besoins ou pas totalement? Voilà, c'est un autre élément. Et enfin, c'est aussi de savoir si les élus voilà, incarnent vraiment la démarche, qu'il y a des discussions régulières lors de conseils communaux, par exemple, ou des présentations lors d'événements externes. Alors, la deuxième composante de ce domaine, c'est la transparence. Donc, c'est pour observer si les autorités publiques permettent l'accès ou fournissent des informations aux parties prenantes sur le territoire.
Donc ici, voilà, c'est de voir si les informations sont divulguées de manière systématique ou non. Si les informations, elles sont de qualité, donc on définit 3 niveaux de qualité. Tout est expliqué dans la note explicative. Et enfin, au-delà de la qualité, c'est de savoir s'il y a un flux d'informations qui est bilatéral. Donc, est-ce qu'un feedback est permis entre les parties prenantes et les autorités publiques qui divulguent les informations? Donc voilà, c'est les 3 gros critères qui vont définir si, le niveau de maturité de la transparence. Alors, la 3e composante de ce domaine, c'est la dynamique d'acteurs. Donc ici, l'objectif, c'est vraiment de voir si l'inclusion de toutes les parties prenantes du territoire, je vous le disais avec notre définition en début de session, on a donc le secteur public, le secteur privé, le monde académique et la société civile. Est-ce que ces parties prenantes font des collaborations? Est-ce qu'elles sont formelles ou informelles? Et donc, voilà. Vous remarquerez d'ailleurs que pour cette composante, et ça arrive plusieurs fois au travers de ce modèle, on a identifié 3 niveaux de maturité, donc le niveau faible, le niveau intermédiaire et le niveau élevé. Et en fait, c'est pour permettre voilà, à la personne qui utilise l'outil de mieux nuancer. Donc, parfois, il y a plusieurs possibilités, et donc ça permet aussi à l'utilisateur de vraiment se mettre en 2 niveaux définis, par exemple le niveau 2 ou le niveau 4, si le niveau de maturité du territoire ne correspond pas tout à fait à la description. Alors, pour l'adhésion citoyenne, donc c'est ici la 4e et dernière composante de gouvernance et politique. Donc, ici, l'objectif, c'est vraiment d'identifier l'adhésion citoyenne. On parle beaucoup de participation citoyenne dans la littérature, mais l'objectif en fait de la participation, au final, c'est vraiment qu'il y ait une adhésion du citoyen. Et c'est pas toujours pertinent de faire intervenir le citoyen. Par exemple, si une administration met en place un nouveau programme digital numérique qui va améliorer les flux internes ou les processus, ce n'est pas pertinent de faire intervenir le citoyen, par exemple, pour ce genre de projet. Donc, en fait, l'objectif, c'est vraiment de voir s'il y a une démarche réflexive au regard des dispositifs de la participation. Donc, est-ce qu'il est pertinent d'informer le citoyen, de le consulter, de l'impliquer, voire de le faire collaborer à un projet, ou même de lui déléguer un projet. Et voilà, c'est d'avoir des réflexions sur justement les objectifs de la participation citoyenne, les dispositifs pour assurer l'adhésion citoyenne à soit un projet ou la dynamique de manière large, la dynamique Smart City. Donc voilà, j'ai survolé le modèle de maturité. Il est disponible en ligne, comme je vous le disais. Ce que je propose, c'est que si vous avez des questions sur le modèle, c'est de les garder pour la fin de la session, pour être sûr au niveau timing, voilà, de pouvoir avoir le retour d'expérience de M. Bossard. On répondra aux questions après, mais vous pouvez tout à fait poser les questions maintenant dans le chat si vous avez des questions spécifiques au modèle ou les poser en fin de session. Donc, en fait, voilà, on va avoir le retour d'expérience de M. Alexandre Bossard, donc, qui est membre de la direction et coordinateur des services industriels du bureau technique de la ville de Puy. Donc, la ville de Puy, c'est une ville qui se trouve entre Lausanne et Vevey, au bord du lac Léman. Alors, Monsieur Bossard, je vous remercie déjà d'être venu pour faire un retour d'expérience sur le modèle. Merci d'être présent. Et je voulais aussi, voilà, vous avez plusieurs casquettes, donc je vais quand même vous laisser vous introduire et vous présenter, pardon, et voilà, parler un peu plus de Puy de manière générale. Ah oui, vous avez peut-être votre micro fermé. Oui, il avait fermé son micro. J'arrive pas à le remettre. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Du bord du lac Léman à Puy, une petite ville de 19 000 habitants qui est située dans l'agglomération lausannoise, qui jouxte le lac Léman. Il y a aussi la ville de Genève, peut-être, qui est un peu plus connue.
Voilà, donc nous, on a démarré une démarche Smart City il y a environ 6-7 ans. Et Maximilien, vous allez présenter un peu le résultat de l'analyse que vous avez faite de notre démarche. Et puis ensuite, je vais commenter, essayer d'illustrer en fait certains aspects de l'analyse, de l'audit qui a été fait. Oui, c'est exact. Voilà. Oui, donc en fait, je vais faire un peu parler Monsieur Bossard, c'est vrai, mais initialement, j'avais contacté Monsieur Bossard donc, pour faire un test du modèle. Donc, ça nous a vraiment donné une capture d'écran voilà, de la maturité de la ville de Pouilly. Alors, moi, ce que je voulais juste dire justement sur cet audit, c'est que c'est une auto-évaluation encore. Et donc, c'est l'auto-évaluation de Monsieur Bossard. Et donc, on survole rapidement voilà, le résultat de cette analyse. On remarque voilà, qu'il y a certains niveaux de maturité. Et moi, ce que je voulais juste dire sur cette capture d'écran, en fait, avant de passer justement aux questions, c'est que voilà, on peut voir qu'il y a parfois des niveaux de maturité qui sont faibles. Et c'est vraiment, encore une fois, important de comprendre que l'objectif, ce n'est pas d'avoir un niveau élevé à chaque fois, un niveau 5, parce que parfois, ça peut s'expliquer au travers justement de la réalité et des spécificités du territoire. Je pense que M. Bossard en parlera après. Par exemple, pour leader, on voit un niveau 1, mais ça aurait pu être un niveau 6 parce que ça sort du cadre. Euh, alors ici, je vais inventer, mais par exemple, si on regarde l'ouverture des données, on voit qu'il y a un niveau intermédiaire sur base voilà, de l'évaluation avec le processus. Et ça peut s'expliquer. Alors ici, j'invente, j'extrapole, mais voilà, peut-être que pour passer à un niveau supérieur de maturité, ça ne dépend pas seulement en fait de la ville de Puy, mais ça dépend aussi d'autres autorités publiques qui sont plus larges, comme la région ou les cantons, où on attendrait voilà, des directives fédérales. Donc parfois aussi, certaines composantes ne sont pas une priorité à faire évoluer sur base des spécificités ou des réalités en fait, du territoire. Et c'est pour ça qu'il faut bien avoir une bonne compréhension voilà, de cette analyse pour justement déduire les bonnes conclusions et pour aider, pour que le modèle aide de manière générale. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire voilà, sur le retour, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails de cette analyse. Je vais poser quelques questions justement qui vont illustrer un peu les résultats de l'audit avec M. Bossard. Donc voilà, quelques questions voilà, sur votre expérience. La première, c'est de savoir en quoi est-ce que le modèle vous a été utile. Alors, le modèle, il nous a été utile dans le sens qu'il donne une vision globale de notre démarche Smart City, vue par un acteur extérieur. C'est vrai que la notion de Smart City, c'est quelque chose d'assez flou. Je pense qu'il y a autant de définitions de Smart City que de villes qui appliquent le Smart City. Donc, c'était intéressant d'avoir un modèle structuré pour voir là où il y a nos forces et faiblesses. Je pense qu'il y a quand même une certaine subjectivité, parce que du fait que le Smart City, c'est une notion floue, eh bien, quand on se fait cet auto-assessment, voilà, c'est pas quelque chose de mesurable hyper précisément, comme si on mesure une température ou si on a un capteur qui mesure la fréquentation d'un trottoir. Voilà. Donc, quoi, le modèle nous a été utile. Après, je l'illustrerai un peu avec des exemples. Et est-ce que juste une question, voilà, je parlais par exemple justement de leader, mais comment est-ce que vous êtes approprié ce modèle parfois, parce qu'il ne correspondait peut-être pas justement à vos réalités Alors oui, effectivement, si vous revenez sur voilà, sur l'organisation des ressources humaines, par exemple, là, on voit on est très faible au niveau leader, selon le modèle que vous avez développé. Alors, parce que à la ville de Puy, on a décidé que tout le monde était potentiellement en charge de la numérisation. Il n'y a pas un chef, mais on a fait une démarche très participative où on a axé sur notamment le développement de compétences en gestion de projet pour les collaborateurs
puisque les projets de type numérique, c'est souvent des projets qui sont complexes, parce que très technologiques, qui voient collaborer des équipes transversales, donc ça traverse plusieurs directions de la ville, donc il faut savoir collaborer en transversalité. Et pour ça, par exemple, nous, on a choisi plutôt l'approche de développer un centre de compétences, dont je pourrais parler un petit peu après, en gestion de projet, qui vise à faire monter le niveau de compétences des équipes et des chefs de projet pour mener à bien les projets complexes que sont les projets Smart City. Voilà. Et puis après, on a diffusé nos projets développés dans chaque direction sur une plateforme web qui s'appelle smart.pui.ch, où on a comme des petites étiquettes avec tous nos projets, de telle sorte à ce que les citoyens puissent aussi voir qu'est-ce qu'on fait en termes de numérisation. Oui, donc vous avez vraiment mis en place une approche bottom-up pour la numérisation de vos projets. Oui, alors c'est peut-être aussi l'avantage d'une petite ville, 19 000 habitants, 220 collaborateurs, on se connaît presque tous par nos prénoms. Donc ça donne quelque chose une ville assez agile, qui est toutefois assez grande pour avoir des compétences nécessaires à la Smart City, comme on a par exemple un ingénieur en géoinformatique pour tout ce qui est géodonnées, on a une spécialiste dans le domaine de la mobilité, on a un spécialiste dans le domaine de l'énergie, ce qui nous permet d'avoir en interne des compétences très intéressantes pour développer ces projets. Et donc justement, qu'est-ce que ça vous a permis de dégager alors le modèle comme conclusion pour votre territoire, que ce soit des forces, des faiblesses ou des priorités? Alors, au niveau des... on s'était dit qu'on prenait effectivement l'innovation technologique. Donc, au niveau de l'innovation technologique, je vais peut-être... J'ai accès à la souris ou... Je vais partager la bonne page. Si vous me faites un partage d'écran, je peux aller chercher la présentation. Mais j'ai la présentation, mais je mets sur le site internet pour voir. D'accord. Parce que si vous cliquez sur la présentation, ça se met sur le site internet. C'est ça. Je ne sais pas si vous voyez, c'est ça? Voilà. Alors, là, c'est pour illustrer dans le domaine de l'innovation. Comme on est une petite ville, on a peu de ressources. Là, c'est l'exemple d'une collaboration entre villes au niveau suisse. Donc, il y a quelques années, on a besoin pour la gestion de nos infrastructures souterraines. Pour une petite ville comme Puy, c'est 1,5 milliard d'euros à peu près la valeur des infrastructures souterraines. Ce qui nous demande d'investir environ 10 millions d'euros par année pour le maintien de leur valeur. Comme c'est souterrain, par définition, on ne le voit pas. Donc, on a besoin d'un outil d'aide à la décision qui nous permet de savoir où sont ces infrastructures, quelles sont leurs caractéristiques, quelles sont leurs étapes, et même des informations un peu plus poussées comme c'est où le prochain chantier qu'on devrait faire qui serait le plus efficient d'un point de vue qualité et économie. Et à cet effet, on a un outil d'aide à la décision qui s'appelle, je pense que vous connaissez tous ça, c'est Système d'information géographique. C'est une base de données associée à une visualisation sous forme de carte, un peu un Google Maps, si vous voulez, de nos infrastructures. Donc, il y a quelques années, on a eu plusieurs générations de ces logiciels qui permettent de gérer ces systèmes d'information géographique. Et il y a quelques années, on voulait faire simplement une mise à jour et on s'est rendu compte que la société qui éditait le logiciel, elle avait été rachetée par un grand groupe international qui avait tout refondu. Et ça nous demandait de faire une réinstallation complète de toute cette infrastructure qui nous coûtait plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, on s'est rendu compte là qu'on n'avait pas la maîtrise sur le code informatique et on s'est dit, mais il faudrait qu'on reprenne la main et qu'on développe nous-mêmes ces applications. Mais évidemment qu'une ville comme Puy, on n'a pas du tout les moyens de le faire. Donc, on s'est associé avec 4 autres villes et on a piloté un projet
de développement de modules professionnels dédiés aux infrastructures. Alors là, on a développé le module pour l'eau potable, on a développé le module pour l'assainissement. Et puis là, cette petite animation, c'est sur le site web. Ça montre les autres modules qu'on va ou qu'on peut développer, comme le réseau d'éclairage public, le réseau de fibre optique, mais aussi des modules liés aux bâtiments publics, aux zones, aux parcs et promenades, aux déchets, aux ports, aux cimetières, etc., aux forêts. Suite au fait qu'on avait développé ces deux modules, on a commencé à avoir des téléphones de toute la Suisse pour nous demander est-ce qu'on peut utiliser vos modules, puisqu'ils sont, entre guillemets, gratuits sur Internet, puisque c'est de l'open source. Après, on a commencé à avoir des téléphones de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de l'Asie, des États-Unis. Et puis là, on s'est dit, mais on va complètement exploser. Ce n'est pas du tout notre rôle, même si c'est très intéressant, mais de faire du consulting international pour la mise en place de ces modules. Donc, on a choisi, entre les villes, de se fédérer en association qu'on a appelée TEXI. TEXI, ça vient de l'espéranto, ça veut dire « je tisse ». Et pour cofinancer ensemble, déjà juste le maintien des modules existants et puis le développement de futurs modules. Donc là, on est en train de travailler sur un module de chauffage à distance. Et on est aussi en train de réfléchir à un module sur la gestion du réseau cadastral. Voilà. Donc ça, c'est une petite explication, une illustration dans le domaine de l'innovation sur la question de la collaboration et de la coopération entre les villes et de comment, en fait, on a relevé le défi de développer des applications qui, normalement, sont développées par des multinationales de l'informatique. Et ça nous a même amené, début 2020, avec un collègue, nous sommes partis à Nouakchott, en Mauritanie, parce que c'est une ville de 1 million d'habitants, qui souhaite utiliser notre module de gestion des réseaux d'eau potable pour la ville de Nouakchott et puis par extension pour tout le pays. Voilà. Alors bon, c'est spécial. On a eu des demandes de Riyad, on a eu des demandes du gouvernement du Chili, de la ville d'Augusta aux États-Unis, etc. Voilà. Maintenant, on a cette association et on a mis ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les bureaux privés au centre. Et ce qui fait que maintenant, ils se sont audités entre eux pour prouver qu'ils ont les bonnes compétences. Et maintenant, si on a un téléphone d'une autre ville, alors certes, on va prendre peut-être 1 heure pour leur expliquer le modèle, puis comment est-ce qu'on est organisé, puis qu'est-ce qu'on attend des membres de TEXI. Mais après, on va les inviter à aller sur le site TEXI où il y a une carte de la Suisse avec les bureaux qui sont habilités à les accompagner. Puis à ce moment-là, ils vont prendre un contrat avec un de ces bureaux et ils vont se faire accompagner pour mettre en place ces solutions informatiques. Voilà, donc par extension, d'abord on s'est associé entre villes, puis après on a mis le secteur privé au centre pour arriver à nos fins. Voilà, ça c'est un autre exemple, toujours pour illustrer ce secteur innovation. C'est un projet qu'on a développé avec Swisscom, qui est l'opérateur téléphonique historique en Suisse, qui cherchait en fait à développer des applications Smart City pour les villes, mais en fait, ils n'avaient aucune application à proposer aux villes. Et puis, par un concours de circonstances, on a rencontré un des membres de la direction du Smart City chez Swisscom. Et puis, nous, on était aussi en réflexion sur le Smart City. Et on s'est dit, ah bah tiens, on pourrait faire un brainstorming, ce qu'on a fait. Et puis, suite à ça, on a trouvé une trentaine d'idées. Et on en a retenu une, c'est un observatoire digital de la mobilité qui nous permet, nous, à la ville de Puy, de développer des indicateurs statistiques de performance pour mesurer l'attractivité de notre centre-ville. Parce que comme on est une ville d'agglomération, on est un peu noyé dans l'agglomération. Donc les gens, ils traversent, mais ils ne s'arrêtent pas forcément. Donc on voulait pouvoir mesurer, quand on fait des projets qui vont dans le sens d'augmenter notre attractivité, est-ce que ces projets ont augmenté l'attractivité ou pas?
Donc là, on a fait une équipe mixte, industrie, ville de Puy, avec le centre de recherche de Swisscom, qui ont des infrastructures big data assez extraordinaires, avec aussi toute une équipe de data scientists. On a fait très simple, on a pris un data scientist, un chef de projet Swisscom, et puis chez nous, un chef de projet et notre spécialiste mobilité. Et à 4, on a co-construit un outil qui utilise en fait les traces laissées par les téléphones portables sur les antennes de Swisscom, ça dans le but de ne pas rentrer dans le téléphone portable, parce qu'en tant qu'entité publique, dans le contrat avec Swisscom, on a fait un addenda où on a dit ça doit être impossible de remonter une personne. On veut bien faire du big data, mais ça doit être absolument impossible, ça doit être totalement anonymisé. Donc on est parti sur ces traces sur les antennes et non pas de rentrer dans le téléphone. Et puis, à partir de là, on a développé cette plateforme qui est utilisée maintenant par d'autres villes, qui a aussi été utilisée durant le Covid pour repérer les endroits où les gens se réunissaient. Alors, c'est complètement anonymisé, mais ça permettait de savoir où est-ce qu'il fallait faire de l'information pour dire, faites attention, il y a le Covid, c'est pas un bon endroit pour... Enfin, il faut mieux pas se réunir, quoi. Voilà, donc ça, c'est un exemple innovation ville, industrie. Et puis là, un autre exemple, toujours dans l'innovation, ville, académie. Donc là, avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne, on a fait un partenariat pour développer une nouvelle technologie qui utilise les drones. Là, en l'occurrence, c'était un projet pour mesurer l'occupation des places de parc de notre ville. Donc par drone, et puis les drones filment, et ensuite les films sont post-traités à l'EPFL avec de l'intelligence artificielle pour reconnaître automatiquement et aussi sortir des indicateurs statistiques de performance sur l'occupation des parkings dans la ville, et après nous servir de données de base pour développer une politique du parquage. Puis actuellement, on est en train de faire un deuxième projet avec la même équipe de l'EPFL, le professeur Gérald Minis, sur les pauses-dépauses auprès des collèges, parce qu'au fait, on est en ville, on a un super système de transport public, mais il y a encore des parents qui amènent leurs enfants avec la voiture, qui se parquent n'importe où, les enfants sont au milieu du trafic, ça génère des bouchons, et c'est quelque chose de très difficile à mesurer, parce que ça dure peut-être une demi-heure, 1 heure chaque matin. Les gens, ils ont tous des perceptions différentes en fonction de la position d'où ils sont. Donc, en fait, on va filmer depuis les drones cette situation, puis avec l'intelligence artificielle, extraire la vitesse des véhicules, leur accélération, les émissions sonores, la pollution générée par les véhicules, etc. Pour ensuite réaménager l'espace public autour des collèges. Voilà, alors, organisation et ressources humaines, effectivement, on voit qu'on n'a pas un leader parce qu'on a une organisation qui est plutôt bottom-up, donc qui part. C'est vrai qu'en tant que petite ville, ça c'est peut-être aussi un avantage. Nos politiques, ils nous font vraiment confiance, ce qui est assez confortable pour les ingénieurs. Et si on propose, ils vont nous challenger, ils vont nous challenger, est-ce que ce qu'on veut développer, c'est utile? Mais du moment qu'on a réussi à démontrer qu'il y a une véritable utilité, c'est quoi une utilité? C'est que ça répond à un besoin qu'on doit satisfaire avec du numérique ou pas du numérique. Donc, par exemple, voilà, on doit développer un nouveau processus pour les autorisations, pour faire des excavations sur le domaine public. Bah, ce processus, qu'il y ait du Smart City ou pas de Smart City, on doit le faire. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Et puis nous, on va dire, en fait, ce qu'on a rendu compte en travaillant sur le processus, c'est qu'il y a énormément d'opérations extrêmement répétitives, très chronophages. Nous vous proposons de développer une application qui va permettre d'automatiser certaines des actions du processus, de libérer nos collaborateurs pour qu'ils puissent mettre à disposition leur créativité, leur connaissance métier pour traiter les quelques situations qui n'entrent pas en considération dans le processus.
Voilà, alors, si on arrive bien à le démontrer, ils disent « Ok, bon, bah, allez-y, quoi. » Voilà, et puis ça, c'est ce dont je vous parlais avant, c'est qu'on a développé un centre de compétences en gestion de projet. Chacune des personnes ici est ambassadrice ou ambassadeur de la gestion de projet au sein des directions de notre ville. Et puis, on a, donc là, c'est les différentes directions de la ville. Et on va couvrir quasiment tout l'organigramme. Et notre objectif, en fait, c'est de faire monter en compétence tous les collaborateurs de la ville en matière de gestion de projet, de développer la question de la transversalité et d'offrir un outil de pilotage aux politiques, donc à notre municipalité, pour piloter le programme de législature. Donc, je ne sais pas si vous avez, enfin, j'imagine que vous avez la même chose en Belgique. En Suisse, 6 mois après les élections, les municipaux ils publient un document dans lequel ils explicitent toutes les réalisations et tous les projets qu'ils vont mettre en œuvre lors des 5 prochaines années durant leur période législative. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas d'outils en fait pour suivre de façon globale l'ensemble des projets qu'ils mettent en œuvre. Donc là, on développe aussi un outil de pilotage, un tableau de bord pour le suivi du programme de législature et ainsi avoir la vision aussi politique, stratégique avec les directions, tactique avec les chefs de projet et métier avec les gens du métier qui sont dans les équipes de projet. Voilà, alors, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'on avait dit là-dessus. Oui, l'adhésion citoyenne, oui, tout à fait. Alors ça, c'est peut-être un point faible encore aujourd'hui à Puy. On a beaucoup travaillé sur les projets Smart City pour des processus internes à la ville. C'est clair que le citoyen, on ne va pas forcément le solliciter pour savoir est-ce qu'on développe des logiciels open source pour la gestion des infrastructures souterraines ou bien est-ce qu'on achète des solutions propriétaires. Ça, c'est des décisions qui sont plus liées au métier. On a fait quelques projets, dont un gros projet de méthode de participation citoyenne pour le réaménagement du centre-ville. Mais je pense que là, on peut encore s'améliorer. Notamment quand on est dans la technique, je pense qu'on a un peu trop tendance encore à rester entre nous. Et puis, par exemple, d'associer des citoyens dans les comités de pilotage, par exemple, d'une procédure qui serait en lien avec les citoyens. Je pense que ce serait vraiment intéressant. Alors, une autre question qu'on avait pour vous, c'était est-ce que vous avez peut-être des recommandations ou des conseils pour les personnes qui nous suivent pour utiliser le modèle, donc sur base de votre expérience? Il y a un point en particulier sur lequel vous voulez insister? Alors, le modèle, ce qui est intéressant, c'est cette vision globale. Donc, je pense que une fois que le modèle a été établi, l'auto-évaluation a été établie, eh bien de la communiquer à différents niveaux, bien sûr au niveau politique, mais aussi au niveau stratégique dans les directions et aussi au niveau des collaborateurs pour avoir du retour, du feedback et notamment voir est-ce qu'il y a des éléments où tout le monde, les 3 niveaux sont en convergence et puis disent ah oui, on a vraiment cette même vision sur la Smart City, surtout vu qu'il y a toutes les thématiques, hein, c'est assez intéressant parce que c'est bien détaillé, donc on peut dire sur cette thématique, ah oui, on converge complètement entre le politique, l'administration et puis les collaborateurs, ou est-ce qu'il y a des éléments où on aurait une certaine divergence et puis essayer de comprendre pourquoi il y a cette divergence et puis de l'adresser de la bonne façon. Parce qu'évidemment que si on lance une thématique où ça diverge entre les collaborateurs, les directions et le politique, il y a pas mal de chances que ça aboutisse difficilement en termes de projet. Donc, c'est intéressant d'avoir cette vision globale. Après, ça peut être aussi un outil fédérateur. Hein, j'imagine que cet audit, on pourrait le refaire au bout de 5 ans, par exemple, et puis de voir où est-ce qu'on a évolué, où est-ce qu'on est resté au même stade. Peut-être qu'il y a des endroits où on a même diminué. Si oui, pourquoi ?
C'est ça. Alors, vous m'aviez dit une phrase, on avait déjà discuté ensemble, vous m'aviez dit une phrase et je voulais peut-être finir là-dessus. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que vous m'avez dit comme commentaire à propos du modèle, sur à quoi il sert au final ce modèle. Ah oui, c'est passer de je ne sais pas que je ne sais pas à je sais que je ne sais pas. Donc oui, c'est permettre une prise de conscience en fait. Vu qu'il est très exhaustif, alors même si on se dit, tiens, je me lance dans la Smart City, peut-être qu'on va focaliser sur certains aspects, puis on va peut-être oublier d'autres aspects où on n'en a pas conscience, justement. On n'a pas conscience. Alors grâce à ce modèle, ça fait un screening, un passage en revue complet des différents secteurs de la Smart City. Et puis ça permet de passer de « Ah, je ne savais pas que je ne savais pas » à « Je sais que je ne sais pas ». Et puis peut-être en développant des projets, on va passer à « Je sais que je sais », c'est-à-dire qu'on maîtrise. Typiquement, si je reprends par exemple l'Observatoire digital de la mobilité, on ne pensait pas du tout faire un observatoire digital de la mobilité ou big data, etc. Donc, au départ, on ne savait pas qu'on ne savait pas. Après, par un concours de circonstances, on rencontre Swisscom. Après, on se rend compte qu'il y a un potentiel. Donc, on passe de « Ah, je sais, mais que je ne sais pas comment faire ». Après, on lance le projet, on le développe, on monte en compétences. Puis après, maintenant, on peut dire « Je sais que je sais ». Et puis même maintenant, on est en train de passer à je sais que je ne sais plus, c'est-à-dire c'est un peu comme quand on conduit une voiture, quand on doit débrayer, une fois qu'on a de l'aisance, on ne se rend plus compte qu'on est en train de débrayer, on peut discuter avec son voisin, écouter de la musique sans s'en rendre compte, ça devient machinal. Donc un peu ces différentes étapes, mais je pense que la première, c'est la plus intéressante, c'est des prises de conscience sur « Ah, attention, la Smart City, ce n'est pas que ces 3 thématiques, il y a aussi cette 4e thématique. Ah ouais, tiens, j'y avais pas pensé. Approfondissons cela.